La notion d'identité fait écho au caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité ou sa singularité. C'est aussi l'ensemble des données de fait et de droit qui permettent d'individualiser quelqu'un. À cet égard, on peut distinguer l'identité légale qui renvoie à l'état des personnes et se compose par exemple du nom d'une personne, de sa date, de son lieu de naissance, de sa filiation, et vise à l'identification de la personne dans le groupe social par le biais d'éléments qui ne sont pas choisis par l'individu, mais qui la définissent objectivement ou qui lui sont donnés. Une autre façon de singulariser l'ensemble des citoyens français consiste à leur attribuer à chacun un identifiant unique, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, souvent appelé le numéro de sécurité sociale. L'identité sociale, qui est une identité plus large, qui permet, elle, à un individu de montrer qui il est à son entourage social, tout en s'autorisant de faire évoluer les éléments qu'il met en avant au gré de son évolution personnelle. Il s'agit donc d'une construction plus ou moins maîtrisée, prise comme une représentation de soi, telle que la personne souhaiterait être perçue par la société. Et plus spécifiquement l'identité numérique, qui est composée d'un ensemble de données techniques pour permettre aux appareils connectés d'accéder aux services, ou aux données personnelles qu'une personne dissémine sur Internet à l'occasion de l'utilisation de l'outil informatique. Il peut s'agir d'informations données volontairement en raison des interactions qu'une personne a avec les services numériques, comme les commentaires et notations des publications qu'elle lit ou visionne, des propos qu'elle peut publier elle-même sur son site internet ou ses comptes de réseaux sociaux, voire des interventions sur un réseau d'entreprise, ou encore de ses participations à des formations en ligne ou des visioconférences. Mais aussi de façon involontaire, comme les traces laissées par les outils nécessaires à la connexion sur Internet générés par les fournisseurs d'accès notamment, les historiques de navigation sur Internet ou les applications mobiles, les recherches sur Internet ou à l'intérieur de sites ou d'applications, les traceurs et cookies générés par les éditeurs de contenu, les paiements sur Internet ou l'usage de cartes sans contact, ou enfin l'utilisation d'objets connectés, etc. Ou enfin les informations dites héritées, c'est-à-dire relayées ou générées par les tiers à son propos, comme les liens vers les contenus qu'elle a mis en ligne, les propos qui sont tenus sur elle, le partage de contenus ou les commentaires sur ses interventions, ou encore le profilage qui a été réalisé sur elle par les acteurs de l'Internet. Dès l'apparition de l'informatique professionnelle, la constitution de fichiers de données extraites hors ligne ou en ligne concernant les individus ont d'abord été encadrés par la loi informatique et liberté, qui ne concernait que les données nominatives. Mais sous l'impulsion du droit communautaire, concerne désormais toute donnée permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique. En effet, à compter des années 90, l'Union européenne a légiféré sur les données personnelles utilisées dans le secteur des communications électroniques par un ensemble de directives, puis la Charte des droits fondamentaux a consacré un principe du droit à la protection des données personnelles. Et enfin, un règlement général sur la protection des données à caractère personnel encadre les informations dues à l'usager avant tout traitement de données qui eux-mêmes sont encadrés. Je vous invite à regarder la vidéo consacrée aux données personnelles pour plus d'informations sur ce sujet. Si Internet est un moyen de communication soumis à la loi, comme peut l'être la presse ou les télécommunications, il s'agit néanmoins d'un support d'expression particulier, car il a été conçu au départ pour assurer l'anonymat des protagonistes. Ainsi, l'Internet permet de masquer l'identité de l'auteur de certains propos, voire celle de leur cible. Et par principe, si un professionnel doit toujours s'identifier quand il publie dans un média, il n'en est pas de même pour un particulier qui peut s'exprimer anonymement. Et la technique peut être sans conséquence.
Par exemple, le fait de pouvoir partager une expérience professionnelle tout en assurant l'anonymat des protagonistes pour ne pas violer ainsi le secret professionnel. En revanche, elle permet parfois à leurs auteurs d'être un exutoire à leurs humeurs ou leurs convictions, ce qui peut constituer des propos injurieux, diffamants si la cible peut être identifiée, et donc sanctionnable par la loi si l'auteur peut être retrouvé. Voire d'autres délits limitant la liberté d'expression comme l'incitation à la haine, les propos négationnistes ou les publications à caractère raciste, homophobe, etc. C'est pourquoi les particuliers doivent néanmoins indiquer à leurs hébergeurs leur identité réelle, sous peine de sanction. Le caractère privé de propos peut s'opposer à ce qu'on puisse retenir une faute et ainsi échapper à toute sanction. Ainsi, si un salarié ne peut pas dénigrer son employeur ou son entreprise publiquement sur Internet, il peut le faire dans un cercle privé d'amis, et cela ne peut pas lui être reproché. Il est impossible de répondre à la question de savoir si les propos tenus sur Internet sont privés ou publics, tant les outils de communication qu'il offre sont variés, et que ceux-ci disposent d'options permettant de restreindre la portée de publication à quelques personnes, ce qui les rend privés, ou à l'opposé être lus par quiconque et être indexés par les moteurs de recherche, ce qui les rend publics. Mais la jurisprudence exige que ce soit la victime qui apporte la preuve du caractère public de la publication, Internet n'étant pas ce caractère par défaut. Internet est en effet conçu pour transférer de l'information, pour la relayer, la reproduire, mettre en valeur celle qui a plu ou au contraire celle qui a déplu. Le lien hypertexte est une technique qui permet à la fois de mettre en avant le contenu d'un tiers, mais également d'être une information dont l'auteur doit assumer de l'avoir créée. Or, à lui seul, l'hyperlien n'est pas répréhensible, quand bien même il pointerait vers un contenu illicite. Il existe même une présomption de bonne foi qui dégage de toute responsabilité celui qui l'a mis en place. Néanmoins, le commentaire qui l'accompagne peut démontrer l'approbation du contenu auquel il renvoie, et si ce dernier est illicite, l'hyperlien le devient lui-même. Il en est de même si l'auteur du lien a connaissance du caractère illicite du contenu auquel il renvoie. L'auteur se rend alors complice de publications illicites. Le partage de contenu, facilité par les fonctions des plateformes de contenu, comme les boutons de partage, expose au même risque que les hyperliens, d'autant que ces techniques incluent généralement la reproduction de tout ou partie du contenu d'origine. Il s'agit alors d'une véritable diffusion de l'information qui s'accompagne de restrictions légales liées à l'injure, la diffamation ou le respect des droits d'auteur, à moins que celui qui partage ne prouve qu'il le faisait en toute bonne foi. Maîtriser son identité numérique revient entre autres à demander le retrait des publications nous concernant et qui seraient inexactes ou volontairement fausses. Il n'y a à cet égard aucune obligation pour les professionnels qui hébergent les sites internet ou les comptes de réseaux sociaux de contrôler a priori les publications des utilisateurs. En revanche, dès qu'ils ont connaissance de leur caractère manifestement illicite, soit par le biais d'algorithmes de filtrage ou suite à un signalement, les mêmes doivent agir rapidement pour rendre la publication indisponible sous peine de sanction. Par ailleurs, le Code de la consommation impose une information loyale, ce qui oblige les professionnels de plateformes de mise en relation à indiquer les accords de partenariat conclus avec les entreprises productrices des produits ou services mis en avant, ou les résultats de comparatifs en ligne. Tout comme il s'agit d'indiquer quelle expérience du produit ou service a eu l'auteur d'un commentaire ou d'une notation, ou s'il s'agit là encore d'une prestation rémunérée, en partenariat avec par exemple un influenceur. Enfin, le droit d'exiger le retrait d'une information manifestement illicite ou erronée a été consacré dans le règlement sur la protection des données, mais en assurer le retrait reste encore une chose bien compliquée. Maîtriser son identité revient également à maîtriser le contenu publié volontairement. Et outre
le fait que certains suivent les conseils d'agences en communication de manière à augmenter leur visibilité ou leur renommée sur Internet, il faudra néanmoins éviter de publier de faux commentaires ou avis sur un tiers, voire de publier de tels commentaires ou avis sur ses propres publications, afin d'éviter les sanctions pour injures, diffamation, diffusion de fausses informations, concurrence déloyale ou publicité mensongère.